votre avis, qu'est-ce qui pourrait rendre un documentaire si troublant que sa diffusion a été suspendue, voire censurée? Certains films sont faits pour divertir, d'autres pour informer, et puis il y a ceux qu'on essaye de faire disparaître. Ces documentaires ont été bannis, effacés des esprits car ils montraient ce que personne ne devait voir. Ils ont tous une chose en commun. Ils provoquent un malaise si profond qu'on a tenté de les réduire au silence. Mais pourquoi? Étaient-ils dangereux? Trop dérangeants? Qu'est-ce que ces films cachent? Laissez-moi vous présenter 6 documentaires qui ont été censurés pour de sombres raisons. Le cinéma mondo est un genre cinématographique très critiqué pour son style cru et provocateur qui cherche à choquer le public. Vous en avez probablement jamais vu, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Le documentaire classique de cette catégorie obscure du cinéma, c'est Mondo Cane, un épisode sorti en 1962 réalisé par 3 Italiens. Le film contient une série de petits documentaires sur différentes pratiques culturelles. Et bien entendu, c'est des pratiques hors du commun. Hurry, hurry, hurry! You're just in time, friends, to see the most sensational, the most colossal attraction ever witnessed by the human eye. Rien que le nom du documentaire, qui signifie « cette chaîne de vie », annonce la couleur. Si les réalisateurs présentent leur film pour montrer le monde entre guillemets tel qu'il est, en réalité derrière ce prétexte, ils exposent l'humanité sous certains de ses aspects les plus immoraux et pervertis. Dès les premières secondes du film, on nous montre le texte suivant. Le but des réalisateurs n'est pas d'adoucir la réalité, mais plutôt de la montrer d'une manière objective. Tout ça dans l'unique but de choquer plutôt que d'éduquer ou de faire passer un message. À l'époque, le documentaire faisait déjà scandale avant même qu'il soit sorti. Quand Mondo Cane a été diffusé pour la première fois, la salle de cinéma est restée suspendue dans un silence pesant. Les spectateurs ne savaient pas s'ils devaient détourner les yeux ou continuer à regarder, hypnotisés par l'horreur qui se déroulait devant eux. Le documentaire durait 1h30. 108 minutes durant lesquelles des scènes choquantes étaient projetées comme on n'en avait jamais vu. Certains passages se sont ancrés dans les mémoires, des extraits venant des 4 coins du monde qui témoignent de la cruauté humaine à son paroxysme. Je vais vous citer quelques exemples, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Dans un marché bondé de Rome lors de Pâques, des poussins se font peindre puis sécher pour être ensuite vendus. Et lors de la procédure, sur 100 poussins, il n'y en a que 30 qui survivent. Des enregistrements dans lesquels des oies se font gaver à l'aide d'entonnoirs, et en plus, ce sont des Français qui ont partagé ces vidéos. En Nouvelle-Guinée, des femmes sont enfermées dans de petites cages en bois et nourries de tapioca jusqu'à atteindre 120 kg. Elles sont ensuite offertes aux dictateurs du village. En Malaisie, il est plutôt fréquent d'apercevoir des requins. Et si un pêcheur a eu le malheur de se faire attaquer par l'un d'entre eux, il est possible qu'il finisse blessé, voire handicapé. Et pour entre guillemets punir le requin, les pêcheurs vont le neutraliser, lui donner un oursin à manger comme guise d'empoisonnement, pour ensuite arracher son aileron et le vendre comme aphrodisiaque. À partir de là, tout le monde parle de Mondo Cane. Le film s'exporte à l'international et connaît un triste succès. Pour beaucoup de critiques, c'est un film grossier, explicite, qui ne mérite même pas d'être considéré comme du cinéma. Mondo Cane est aussi accusé de faire de l'argent sur le dos des cultures et des pratiques pas très catholiques. Le documentaire a été interdit dans de nombreux pays pour des raisons évidentes. Les créateurs de Mondo Cane se sont alors défendus en utilisant le même discours qu'avant la sortie de leur film. Mondo Cane montre simplement le monde tel qu'il est réellement. C'est maintenant du ressort des gens s'ils veulent accepter cette réalité ou alors fermer les yeux dessus. Pourtant, malgré toutes ces controverses, le film a remporté un Grammy Award et a été nominé pour de prestigieux prix comme la Palme d'Or de Cannes et l'Oscar de la meilleure chanson. Mondo Cane ne se contente pas de montrer l'inhumanité. Il l'expose, la hurle, la crache au visage du spectateur. On sort du film avec une nausée persistante, un arrière-goût désagréable au fond de la gorge, et une question qu'on ne peut plus chasser de notre esprit, si ça existe, alors jusqu'où va la cruauté humaine? The Cove, ça parle de pêche, et plus particulièrement d'une pêche controversée. Le Japon, c'est l'un des seuls pays au monde qui se préoccupe pas trop des animaux. Et j'exagère pas. La pêche à la baleine est autorisée, et c'est le cas de plusieurs espèces en voie de disparition. Visiblement, ça leur pose pas de problème. Maintenant, on va s'attarder sur les dauphins, et plus précisément sur celles qui viennent de l'île Teji, une petite baie qui se situe dans la préfecture de Wakayama. Dans le film, on suit l'activiste Rick Obari, un ancien dresseur de dauphins, qui va enquêter à Teji. Et pour comprendre The Cove, il faut d'abord comprendre son protagoniste. Dans les années 60, Rick capture et dresse 5 dauphins sauvages qui vont jouer le rôle de Flipper dans une série du même nom. À l'époque, cette série va avoir un grand impact auprès du public
et va populariser l'image des dauphins. Tout se passait pour le mieux, mais un jour, quelque chose va bouleverser le cours de l'histoire. L'un des animaux qui jouait dans le film va volontairement se laisser couler, puis arrêter sa respiration. Ce qui vient de se passer, c'est un dauphin qui s'est littéralement ôté la vie. C'est cet événement qui va faire comprendre à Rick qu'enfermer des dauphins captifs est en fait une mauvaise chose pour eux. Parce que oui, à l'époque, tout le monde n'avait pas conscience que les animaux ressentaient des émotions et que eux aussi ils pouvaient souffrir de l'isolement. Rick va maintenant dédier sa vie à la défense des dauphins à travers la planète. Il veut se battre pour une bonne cause. Pour revenir au documentaire, Rick et l'équipe voyagent jusqu'à Teji, une ville qui, d'apparence, est engagée auprès des dauphins et baleines. Pourtant, en se dirigeant dans une petite crique non au loin de la ville, ils y découvrent la vraie horreur camouflée derrière les apparences. Chaque année, les pêcheurs conduisent les dauphins dans la crique secrète, puis une fois piégés, leur sort est scellé. Ils peuvent essayer de se débattre tant bien que mal, mais ils se font capturer. Les plus chanceux sont vendus à des parcs marins ou des aquariums du monde entier, mais pour les dauphins qui ne sont pas vendus, un sort bien plus sombre les attend. Ils sont massacrés pour leur viande, qui est ensuite vendue comme nourriture. Le problème, c'est que de nombreuses organisations ont interdit la chasse aux dauphins et que la méthode de chasse à Teji est également considérée comme extrêmement cruelle. Malgré tout, chaque année, la chasse aux dauphins continue dans cette crique et des milliers d'animaux se font capturer à l'aide de méthodes brutales. Bien sûr, à l'époque, les pêcheurs de l'île voulaient que personne ne découvre ce qu'ils faisaient. Alors ils ont gardé la crique sous haute sécurité et c'est là que les problèmes vont commencer pour Rick et son équipe. Avec des gardes armés, ça allait être très compliqué pour l'équipe de se procurer des images. Comme les panneaux l'indiquent, les gardes se réservent le droit de tirer sur ceux qui s'introduisent sans autorisation dans la crique. Les membres de l'équipe ont donc secrètement filmé l'endroit en 2007, à l'aide de microphones sous-marins et des caméras camouflées en rochers. Ces appareils cachés ont permis de filmer les images du massacre des dauphins. Selon le réalisateur du film, ces caméras étaient tellement bien camouflées que l'équipe a eu du mal à les retrouver après coup. D'après certaines preuves avancées dans le documentaire, le gouvernement local est impliqué dans les rouages de dissimulation de cette activité, et les Japonais ne seraient pas vraiment au courant des pratiques autour de la viande de dauphin. Justement, la plus grosse controverse liée au film est la révélation selon laquelle cette viande contiendrait des niveaux très dangereux de mercure. Et le mercure, on le sait, c'est un métaux lourd extrêmement nocif pour l'être humain. Le film traite aussi de pots de vin que le Japon aurait offert à certains pays pauvres, histoire d'acheter leur vote au sein de la Commission baleinière internationale. Quand The Cove sort en 2009, c'est un choc pour le monde entier. Le documentaire surprend la population occidentale et révolte les Japonais. Là-bas, le film est critiqué par des manifestants qui le trouvent anti-japonais. Le gouvernement estime que le documentaire porte atteinte à leur réputation, et les pêcheurs de Teji disent également que le film est une attaque contre leur mode de vie. Donc sans surprise, il se fait bannir au Japon. Il y a eu très peu de projections à cause des manifestants qui ont littéralement saccagé les salles, et des politiciens qui ont menacé ceux qui diffusaient le film. Malheureusement, la chasse aux dauphins continue à Teiji aujourd'hui, mais The Cove a permis de mettre en lumière ces pratiques barbares. C'est sans doute l'un des documentaires les plus controversés au monde, et aujourd'hui encore, les créateurs du film vivent dans la peur de subir des représailles. Au début des années 60, le réalisateur Peter Watkins est convoqué dans les bureaux de la BBC. Il a tout juste 30 ans, et Peter, c'est un jeune prometteur pour le futur du cinéma. La demande que lui fait la radio britannique est très originale. La BBC demande à Watkins de faire un film sur les dégâts que pourrait faire l'arme nucléaire en Angleterre. Peter accepte le projet et se lance dans la création d'un film documentaire mélangeant fiction et réalité dans le but de sensibiliser. Les sirènes hurlent dans les rues, mais personne ne bouge. Chacun sait ce que ça signifie. 1 minute, 2 minutes, le silence. Dans les maisons, on retient son souffle. Le téléphone ne sonne plus. Les postes de radio diffusent les mêmes annonces vides, prononcées par des voix sans émotion. Un ministre rassure la population. « Restez chez vous, tout est sous contrôle. » Mais il ment. Tout le monde le sait. Et pourtant, personne ne sait quoi faire. C'est ça la fin du monde. Une attente interminable où l'on espère entendre quelque chose plutôt que rien. D'abord un flash, blanc, éblouissant. Une lumière si intense qu'elle gomme les ombres, puis une chaleur écrasante. Elle ne brûle pas, mais elle consume. Les vitres éclatent en milliers de morceaux. Ceux qui ont eu le malheur de regarder l'explosion ne voient plus rien.
Seulement une ombre dans leur rétine qui ne s'effacera jamais. Une onde de choc qui balaye tout, projetant des corps à plusieurs mètres comme des poupées de chiffon. Le souffle est arraché, les tympans explosent, tout est fini. Les rues ne sont plus que des vestiges méconnaissables. Des silhouettes noires figées à jamais sur les murs. Des bâtiments éventrés et des voitures calcinées vidées de leurs occupants. Le sol est jonché de corps, mais peut-on encore parler de corps ? Certains ne sont que des silhouettes de cendres, prêtes à s'effondrer au moindre souffle. Un enfant pleure, seul, mais personne ne répond. Il n'y a plus personne pour répondre. The Wargame est cru et violent. Watkins le sait, mais il préfère continuer sur cette voie. Il finit le film en 1965 et le présente à la BBC. The Wargame dure 48 minutes, et c'est un séisme pour les institutions anglaises. Le choc est violent au point même que le film est retiré avant sa sortie. Dans une interview, l'un des dirigeants de la BBC va s'expliquer. Nous avons jugé le film comme trop horrible pour la diffusion. Il sera cependant montré à des publics invités. Le film a été projeté pour la première fois au National Film Theatre de Londres le 13 avril 1966. Il est resté en diffusion seulement 3 semaines. Dans un contexte de guerre froide, la BBC a ensuite refusé de diffuser The Wargame, qui était très documenté et réaliste, voire même alarmiste, ce qui allait par conséquent à l'encontre des déclarations politiques britanniques. Pourtant, grâce à une lacune du contrat de production, le film a quand même pu être diffusé à l'étranger dans plusieurs festivals de cinéma, dont celui de Venise. Un an plus tard, en 1967, le film remporte l'Oscar du meilleur long métrage documentaire, le Saint Graal pour un film. Après ça, le film restera dans les archives de la BBC pendant près de 20 ans. Il est interdit au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis en raison de son thème. Le 31 juillet 1985, le film est finalement diffusé à la télé anglaise, à l'occasion du 40e anniversaire du bombardement d'Hiroshima. Il reçoit un accueil très positif, que ce soit du côté du public ou de la presse. Encore aujourd'hui, The Wargame est considéré comme l'un des plus grands films britanniques de l'histoire. Un journaliste nommé Roger Herber ajoute « C'est l'un des documentaires les plus habiles jamais réalisés. Une vraie claque. Il devrait être diffusé à la télévision, peut-être juste après une de ces séries de guerre à moitié idiotes dans lesquelles aucune des stars n'est jamais tuée. » Bienvenue en Corée du Nord. Les rues sont propres, impeccables, presque trop parfaites. Les passants marchent au même rythme, comme s'ils suivaient une partition invisible. Il n'y a ni chaos, ni bruit parasite, ni agitation, juste un ordre rigide et calculé. Les immeubles sont uniformes, à chaque carrefour, des portraits des dictateurs nous regardent, figés dans un sourire bienveillant. Mais derrière ces visages se cache un œil qui voit tout. Under the Sun est un documentaire sorti en 2015 et réalisé par le russe Vitaly Mansky. C'est déjà là une occasion exceptionnelle, car vous le savez, la Corée du Nord est une dictature complètement isolée du monde. Jin-min, 8 ans, sourit à la caméra. Un sourire parfait, trop parfait. À côté d'elle, ses parents hochent la tête au bon moment et récitent les phrases qu'on leur a soufflées. Rien n'est naturel. Derrière eux, il y a un homme en costume silencieux. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Mais il est là. Toujours là. Ses yeux ne quittent jamais la scène, s'assurant que tout se déroule comme prévu. La famille parle, rit sur commande, et lorsqu'un faux pas est commis, on recommence la prise. Évidemment, le réalisateur Mansky ne va pas avoir les mains libres pour faire son documentaire. Dès l'introduction du film, on est prévenu des conditions. Le scénario de ce film nous a été attribué par la Corée du Nord. Ils nous ont fourni un service d'escorte 24 heures sur 24, ont choisi nos lieux de tournage et ont examiné toutes les images que nous avons tournées. Il fallait s'assurer que nous faisions aucune erreur en montrant la vie d'une famille parfaitement ordinaire dans le meilleur pays du monde. Mais si je vous parle de ce documentaire, vous vous doutez bien qu'il y a plus que ça. Mansky a conservé secrètement des enregistrements non approuvés. Elle montre les mises en scène et les manipulations faites par l'État pour nous donner une image idéalisée du pays. Autre exemple dans le documentaire, les parents de Jin-mi sont représentés avec des emplois qui n'occupent même pas dans la vraie vie. Mansky va combiner les plans truqués et ceux sans filtre dans le documentaire final, ce qui va lui permettre de faire une critique directe à la dictature nord-coréenne. Under the Sun explore les thèmes du contrôle de l'État, de la propagande et de la construction artificielle de la réalité. Et ça, vous pouvez le deviner, ce n'est pas passé partout. À la sortie du film, Pyongyang est en crise. Des diplomates s'indignent, des menaces sont prononcées, on veut faire disparaître ces images et les réduire au silence, mais il est trop tard. Elles existent déjà. Le gouvernement nord-coréen tente de faire pression. Il réclame l'interdiction du film.
Il s'adresse même à Moscou, exigeant que la Russie censure l'un de ses propres réalisateurs. Mais le Kremlin refuse. Le film est hors de leur contrôle. Et pour une dictature bâtie sur l'absolu contrôle de l'image, c'est une catastrophe. Au final, vous savez ce qui est le plus effrayant dans Under the Sun, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on ne verra jamais. Ce qui a été coupé, effacé, censuré avant même que la caméra ne tourne. Ce qui se passe une fois la porte refermée, une fois la lumière éteinte. Parce que si on a vu ce qui était déjà terrifiant, alors qu'en est-il de ce qui nous a été caché ? En 1966, Frédéric Wiseman prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Il quitte son travail d'avocat pour se lancer dans un projet qui n'a rien à voir, le cinéma. Titicut Follies est son premier film documentaire. Le projet de Wiseman est spécial. Il veut filmer la vie des détenus de l'hôpital d'État de Bridgewater, un établissement qui héberge les criminels avec des problèmes mentaux. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, et Wiseman va donc essayer de convaincre le directeur de l'hôpital. Après avoir rédigé une proposition qui va être acceptée par l'administration de Bridgewater, Wiseman commence le tournage. Il fait le choix de passer 29 jours dans l'hôpital psychiatrique, il veut avoir une vue globale de ce qui s'y déroule. Le truc, c'est que l'hôpital d'État de Bridgewater accueillait pas des patients ordinaires. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont des personnes qui ont commis des crimes, mais qui souffrent également de graves maladies mentales, ce qui les empêche de distinguer le bien du mal. Au lieu d'aller dans des prisons ordinaires, ils sont envoyés dans des endroits comme Bridgewater pour se faire soigner. On peut alors penser que les détenus sont des criminels dangereux, mais lorsque l'équipe a commencé à tourner, ils ont été choqués de voir à quel point ces soi-disant criminels dangereux étaient impuissants. L'hôpital était géré plus comme une prison que comme un centre de soins. Au lieu d'être soignés, les détenus étaient intimidés, humiliés et négligés par le personnel. Les prisonniers étaient également laissés dans des conditions insalubres. Il était clair que le personnel n'en avait rien à faire d'eux, mais plus que ça, il leur voulait du mal. Debout, alignés contre le mur, des hommes nus attendent. Leur peau est marquée par des cicatrices, des griffures, et ils ne parlent pas. Leurs yeux sont vides. L'infirmier passe devant eux, les scrute comme on inspecterait du bétail. Il éclate de rire, les autres infirmiers aussi. Le patient baisse la tête, silencieux. Ce n'est même plus de la honte, ni de la résignation, c'est l'acceptation. C'est à ce moment-là que le gouvernement de la région a réalisé que leur réputation pourrait être sérieusement tachée à cause de ce film. En regardant les violences faites à leurs proches, les familles des détenus pourraient les poursuivre en justice. Après tout, c'est bien au travail du gouvernement de s'assurer que l'hôpital fonctionne bien. Le gouverneur du Massachusetts et d'autres hauts fonctionnaires ont donc porté le film devant les tribunaux pour empêcher sa diffusion, en affirmant que le documentaire violait la vie privée et la dignité des patients. Ironiquement, c'est la première fois que le Massachusetts reconnaît un droit à la vie privée au niveau de l'État. En tant qu'ancien avocat, Wiseman ne se laisse pas faire par les institutions, et décide que le public voit la réalité derrière l'hôpital de Bridgewater. Malgré son combat en 1968, le juge de la Cour supérieure ordonne que le film soit retiré de la distribution. Il veut aussi que toutes les copies soient détruites, en utilisant une nouvelle fois comme argument les inquiétudes de l'État concernant les violations de la vie privée. Les choses ont peu changé jusqu'en 1987. Après un procès de la part de 7 familles de détenus, le tribunal a finalement autorisé sa sortie. Mais à une condition, le film devait inclure une déclaration expliquant que des changements et des améliorations avaient été apportés à l'hôpital. Au final, c'est une victoire pour Wiseman. Il continuera à faire d'autres films examinant les institutions sociales comme les commissariats ou les écoles. Titicut Follies est acclamé par la critique, notamment en Allemagne et en Italie. En 2022, le film a été sélectionné pour être conservé car il est culturellement et historiquement significatif. Et si tout ce que vous saviez était faux? Si l'histoire que l'on vous raconte depuis votre naissance n'était qu'une illusion soigneusement entretenue? C'est ça tout le message de Zeitgeist. Une promesse séduisante qui est en réalité beaucoup trop séduisante. Car voilà le piège des grandes théories du complot. Elles ne cherchent pas à vous informer mais à vous convaincre. Elles utilisent un montage précis et un puissant jeu sur les émotions. Zeitgeist est une série de 3 films documentaires sortis entre 2007 et 2011. Elles présentent des théories du complot et remettent en cause la société dans sa globalité. Tous les films sont écrits et réalisés par un seul homme, Peter Joseph, un cinéaste et activiste indépendant. Le premier film qui sort, c'est celui-là, Zeitgeist. Il sort le 18 juin 2007.
Il est mis en ligne gratuitement sur des plateformes comme YouTube et Vimeo, ce qui lui a fait accumuler plusieurs dizaines de millions de vues. Le film est découpé en 3 grandes parties qui explorent à chaque fois des théories du complot sur des sujets complètement différents. La première partie du documentaire critique directement les religions monothéistes, et elle conteste même l'historicité de Jésus. Zeitgeist nous bombarde de ressemblances troublantes. Horus, Mitra, Krishna. Pourtant, ces parallèles, séduisants en surface, résistent mal à l'analyse historique. Certaines comparaisons sont exagérées, d'autres carrément fausses. Mais ce n'est pas le but du film. Il ne veut pas prouver, il veut ébranler. Il ne vous laisse pas réfléchir, il vous impose un doute. Et quand on doute de tout, on finit par ne plus croire en rien. La deuxième partie est entièrement dédiée aux événements du 11 septembre 2001. Bon, on va pas s'attarder sur le discours que tout le monde a déjà entendu au moins une fois, mais en gros, la version complotiste énonce que les attentats auraient été orchestrés par le gouvernement pour susciter une peur générale. Elle aurait aussi permis de justifier une guerre contre le terrorisme et fournir un prétexte à la restriction des libertés civiles. Bien évidemment, tous les éléments apportés ne se basent sur aucune preuve concrète. Le réalisateur ne cherche pas la vérité, il cherche juste à choquer. À nous donner l'impression d'avoir découvert quelque chose, même si c'est complètement faux. Et enfin, la dernière partie du documentaire, ça traite de l'économie américaine et de toutes les prétendues manipulations qui auraient eu lieu. Le film affirme donc que de nombreuses catastrophes mondiales sont créées artificiellement pour permettre à un petit groupe de personnes de s'enrichir. L'argent n'a aucune valeur réelle. C'est une dette perpétuelle créée par des banques privées qui nous emprisonnent dans une spirale sans fin. Bon, là, Zeitgeist bascule davantage et au lieu d'analyser les véritables failles du capitalisme, il nous pousse vers un ennemi invisible, insaisissable qui expliquerait toutes les crises, toutes les inégalités. Le documentaire ne cherche pas à vous donner d'informations, il vous donne un frisson. Il n'utilise pas la raison, mais joue plutôt sur les émotions. Il vous place dans la position du détective qui assemble les pièces d'un puzzle, il vous flatte, vous êtes plus malin que les autres, vous voyez ce que la masse ne voit pas. Et c'est là que réside le véritable danger. Car une fois qu'on commence à tout remettre en question sans discernement, on finit par croire à n'importe quoi. Dès la publication du documentaire, les controverses et les premiers scandales sont apparus. Zeitgeist a reçu une condamnation quasi universelle de la part des médias. C'est pareil dans de nombreux pays pratiquant l'islam, là où la critique de la religion est illégale, ce qui a rendu très compliqué l'accès. Et à mon avis, c'est pas plus mal. Les milieux académiques considèrent Zeitgeist comme un film problématique, mais ça n'a pas conduit à des interdictions formelles. Beaucoup de journalistes se sont moqués du documentaire à sa sortie en le présentant comme la parfaite caricature de la manière dont les théories du complot sont promues. Toute la méthodologie du film est remise en cause, que ce soit son manque de sources ou son montage qui reprend de nombreux extraits hors contexte. Aujourd'hui, Zeitgeist est au cœur de nombreuses dérives sectaires et a attiré à lui des milliers d'adeptes des théories du complot. Ce n'est pas un hasard. C'est l'un des films les plus controversés, mais aussi l'un des plus marquants. Pas forcément parce qu'il dit la vérité, mais parce qu'il montre comment une vérité peut être construite. Et c'est là que réside sa véritable leçon. Douter est sain, mais encore faut-il savoir de quoi et pourquoi. Entre les discours officiels et les récits alternatifs, la vérité se trouve rarement dans les extrêmes. Merci d'être resté jusque là, j'espère que ce format vous aura plu. Je vais essayer prochainement de me diversifier au niveau du format de vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des idées de vidéos en tête ou alors des sujets. D'ailleurs, on est bientôt 20 000 et je vous remercie pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire. Sur ce, c'était Rubness, à bientôt.